Objectif d'évolution à dépenses locales. Le 1.2 qui nous mobilise beaucoup en ce moment. On est sur l'article 10 du projet de loi de finances qui s'applique à partir du 1er janvier 2018, lorsqu'il aura été adopté, qui dit les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique. Donc on a bien les deux, maîtrise de la dépense, réduction de l'endettement, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées. Je passe sur le reste. On a deux objectifs dans cet article 10, très précis. Un objectif d'évolution des dépenses des collectivités territoriales, toutes catégories confondues, de 1,2% en valeur. 1,2% en valeur, c'est pas en volume, c'est en valeur. Et deuxième élément, on a un objectif d'économie de, et vous en avez entendu parler, 13 milliards sur le quinquennat. Donc, quel est l'objectif? Maîtriser la dépense locale pour dégager de la ressource qui permette de se désendetter. Voilà l'objectif. Et de se désendetter, c'est-à-dire que les économies de 13 milliards se traduisent par une réduction de l'encours de dette des collectivités territoriales de 13 milliards. Contractualisation qui est proposée, contractualisation avec les plus grandes collectivités. Yann Lemeur reviendra sur ces dispositions en conclusion. Contractualisation qui ne se réfère pas à ce qu'on vient de voir. Dans le projet initial, cet objectif, premier point, cet objectif de 1,2% est quand même beaucoup plus contraignant que les objectifs passés qui ont été mis en œuvre dans les lois précédentes. Pourquoi ? Parce qu'il porte sur le fonctionnement. Or, si vous prenez la loi de programmation 2014-2019, qui est abrogée, dont on propose l'abrogation dans la loi 2018-2022, eh bien, l'objectif sur le fonctionnement en 2014, c'était 2,8, en 2015, c'était 2, en 2016, c'était 2,2, en 2017, c'était 1,9. On va me dire, on n'est pas très loin. Attention, ces objectifs-là étaient avec un taux d'inflation quasi nul. L'objectif de 1,2 est avec un taux d'inflation qui redémarre. C'est pas du tout la même chose. Alors, comment a été construit cet objectif de 1,2 ? Il a été construit par étapes. Première étape, on dit les collectivités territoriales ont une trajectoire tendancielle qui doit les amener à dépenser, en tendance, aucune information sur comment est construite la tendance, qui doit les amener en 2022 à 275 milliards. Et donc, pourquoi ? Parce que leurs dépenses augmenteraient de 2%, de 3,2%, de 1,9%, de 1,5%, de 2,2%. Attention, là, c'est la dépense totale. C'est pas que la dépense de fonctionnement. C'est la dépense totale. On dit, on veut qu'elle fasse 13 milliards d'économies. Pourquoi 13 ? Pourquoi pas ? Eh bien, 13 milliards d'économies, elles doivent arriver à 262 milliards par rapport à 275. Donc, 262 par rapport aux 247 de 2017, ça fait 6%. 6% en 5 ans, ça fait 1,2 par an. Et donc, l'ODEDEL est à 1,2. Comment qualifier cette méthode d'évaluation de l'ODEDEL des collectivités ? C'est une vieille méthode utilisée par les économistes lorsqu'ils font de la prospective. Ça s'appelle le doigt mouillé. Aucun élément de justification de la trajectoire tendancielle n'est produit. Donc en réalité, on peut supposer que c'est dans l'autre sens que ça soit fait. C'est-à-dire, on veut un 2, je vais indiquer 13, donc la tangentielle était à 275. Mais attention, et je reviens là-dessus, un 2 en valeur. Quand l'inflation de 2018 est supposée à 1, ça fait 0,2 en volume. Mais quand en 2022, elle est supposée à 1,75, ça fait moins 0,5 points en volume. Et donc la trajectoire portée par la loi de programmation pour les collectivités territoriales 2018-2022, c'est une baisse de la dépense des collectivités territoriales en volume, de l'ordre de moins 0,2 points en moyenne annuelle. La trajectoire passée, c'est quoi ? Parce que c'est peut-être ça aussi sur lequel s'est appuyé le doigt mouillé. Si on regarde 2013-2016, l'évolution en valeur des dépenses, c'est 1,2. Oui, mais avec une inflation en moyenne de 0,2.
Alors, 2013-2016, le 0,9 de 2013 ne joue pas. Hein? Ce qui veut dire que l'évolution réelle des dépenses des collectivités dans la période contrainte qui vient de s'écouler, c'était en réel, en volume, 0,9 points par an. Et la programmation de la loi de finances, du projet de loi de finances, de programmation des finances publiques 2018-2022, c'est quoi en réel? C'est moins 0,2. La différence entre les ODEDEL que l'on a pu connaître et les ODEDEL à venir, c'est en gros 1 point de dépenses en plus à trouver par an par rapport à ce qu'on a connu comme effort dans le passé. Je laisse chacun juge de la soutenabilité de cette histoire. Deuxième élément, qui est quand même très frappant, c'est que la méthode de l'ODEDEL de 1,2% en valeur ignore complètement l'effet de croissance économique. Imaginons, esprit pervers, que l'on ait dit, mais le tendanciel d'évolution des dépenses des collectivités territoriales, c'est qu'elles évoluent comme la croissance, en volume, et qu'on rajoute l'inflation. Autrement dit, comme la croissance en valeur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce qui aurait été logique, c'est de dire que le poids des dépenses locales dans le PIB de 2017 devait, en tendance, être le même dans le PIB de 2022. Et que là-dessus, éventuellement, on faisait 13 milliards d'économies. C'est-à-dire de construire le tendanciel pour les collectivités par rapport à ma croissance économique projetée. Alors faisons-le. Si on fait ça, le tendanciel, il est à 3,2. 3,2, c'est quoi? C'est l'effet de croissance économique moyenne entre 2017 et 2022 en valeur. Si je fais 3,2, ça ne m'amène pas à 275, ça m'amène à 289. Si j'enlève 13 milliards, ça me donne 276, et 276 rapporté aux dépenses de 2017, ça fait un ODEDEL de 2,3. Et pas de 1,2. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas 13 milliards d'économies que vous allez faire. 13 milliards d'économies, c'est par rapport à une trajectoire tendancielle qui était déjà elle-même économe par rapport à la croissance. Donc il faut aussi calculer les économies que vous allez faire par rapport à la croissance. Puisque le tendanciel que l'on suppose vous auriez suivi était déjà lui-même économe, puisqu'il évoluait moins vite que la croissance projetée. La mauvaise nouvelle, c'est donc que votre économie ne sera pas de 13 milliards par rapport à ce tendanciel-là, mais de 27. Et que le cumul des économies des collectivités territoriales attendues dans la perspective 2018-2022 n'est pas de 39 milliards, 2,6 plus 5,2 plus 13, mais de 72 milliards. Et donc, on attend un recul massif de la dépense locale rapportée au produit intérieur brut. Et d'ailleurs, c'est écrit tel que. Donc, retenez ce chiffre de 72 milliards. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'aurait été la stabilisation de la dépense locale par rapport à la croissance économique, eh bien, l'effort qui est demandé sur les 5 ans en cumul aux collectivités territoriales, c'est un effort de 72 milliards d'euros. Et l'effort sur la dernière année est un effort de 27 milliards d'euros et non de 13 milliards. Mais voyez comment la méthode du doigt mouillé a finalement masqué l'effet d'inflexion totale attendu du poids de la dépense locale dans le produit intérieur brut. L'idée de ces économies, c'est que par rapport à l'équilibre, on va les affecter aux besoins de financement, c'est-à-dire à réduire l'endettement. Comment? Je fais des économies, ça me donne de la cave supplémentaire. Si ça me donne de la cave supplémentaire, j'ai moins besoin d'emprunt, je réduis mon besoin de financement. Donc attention, vos économies, ce n'est pas pour baisser les impôts. C'est pour dégager des marges de manœuvre qui amènent à investissement maintenu, à un désendettement. Parce que si les économies vous donnent des marges de manœuvre et que vous réalisez des projets d'investissement supplémentaires, ça ne sert à rien. Parce qu'à ce moment-là, vous ne réduisez pas le besoin de financement et donc le recours à l'emprunt et donc le désendettement public.
Voilà ce qui est attendu. Pour faire ça, une nouvelle procédure d'encadrement budgétaire semble se mettre à l'œuvre. C'est l'article 24. Alors on va voir ce qu'est l'avenir de cet article 24, puisque la Commission des finances au Sénat a proposé tout simplement de le supprimer. L'article 24 dit on prend un ratio de dette. Le ratio de dette, c'est en cours sur CAF de l'exercice. Et on va définir des plafonds, c'est-à-dire, et on évoque bien un ratio d'endettement, et on dit on va définir des plafonds de telle manière à ce que les collectivités qui sont au-dessus du plafond soient obligées de corriger leur endettement et que ça contribue donc au respect de la norme, de l'économie, de la baisse de l'encours de dette, 2,6 milliards, dont vous savez maintenant que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus. Et on a fixé des bornes. Alors des bornes pour certaines collectivités. Par exemple, si on donne un objectif, il va bien falloir aussi donner un indicateur pour les villes de moins de 10 000 habitants. Parce qu'elles peuvent être à 20 ans de valeur, il n'y a aucun contrôle. Alors l'idée, c'est que de toute façon, les grandes collectivités étant celles qui comptent dans cette affaire-là, les autres, on s'en fiche un peu. Mais il y a quand même un petit problème, notamment aussi pour les EPCI de moins de 50 000 habitants. N'y a-t-il pas de caractère normatif? Alors tout ceci est en débat en ce moment. Je vous passe là-dessus. Comment se mettrait en place cette nouvelle procédure de régulation budgétaire? Eh bien, à partir, mais cette fois-ci, du DOB 2019. Bon, on regarde le ratio d'endettement de la valeur 2018. Il va être une petite difficulté, ça risque d'être 2017, parce que tout dépend à quelle date on fait son débat d'orientation budgétaire par rapport à son compte administratif. Donc on risque d'avoir des petits problèmes de décalage. S'il est en dessous du plafond, ben vous faites votre DOB comme d'habitude. S'il est au-dessus du plafond, vous devez faire un rapport spécial sur les perspectives financières pluriannuelles. Entre nous, il me semblait que le DOB devait inclure des éléments de prospective financière pluriannuelle. Donc on a un deuxième rapport qui, lui, présente les perspectives et pas les prospectives financières pluriannuelles. Bon. Il y a un avis du préfet et le préfet peut saisir la CRC. S'il ne la saisit pas, ben vous avez le DOB standard plus le rapport spécial. Et s'il la saisit, ben, il y a un avis de la CRC, vous avez donc 3 documents. Entendons-nous bien, on parle de collectivités qui ne sont pas en déséquilibre financier, au sens de l'article 8 de la loi de 82. Donc on a bien implicitement une nouvelle procédure de régulation par l'État, Yann Lemeur évoquait des hypothèses de recentralisation, de régulation par l'État du budget primitif des collectivités. C'est pas une nouveauté. De mémoire, vous vous rappelez, quand vous êtes dans un département, qu'en 2011, pour l'attribution d'un fonds d'urgence à l'époque, il y a eu une procédure de contractualisation entre les départements qui souhaitaient en bénéficier et le préfet. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a eu aucun contrôle d'exécution, mais c'est quand même la réalité de ce qui s'est passé après. Si les objectifs, lorsque j'ai dépassé le plafond, je me donne un rapport spécial de perspective financière. Si les objectifs ne sont pas atteints, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, saisine de la CRC par le préfet, proposition de la CRC, transmission du budget primitif, suspension du pouvoir budgétaire. Pour des collectivités qui respectent strictement l'article 8 de la loi de 82. Donc, qui ne sont pas dans le cadre du déséquilibre. Là encore, ça a été l'idée qu'on est en train de mettre une nouvelle procédure de contrôle a priori des budgets primitifs pour des cas limites. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que cet objectif du ratio d'endettement par rapport au taux d'évolution des dépenses de fonctionnement assure tous les deux la maîtrise de l'endettement public? Et la réponse va être non. Pourquoi? La loi de programmation, on peut peut-être la simplifier et la ramener à 4 indicateurs et 2 vont nous intéresser. Baisse des déficits publics. Vous voyez que l'objectif, c'est, alors qu'en 2016, et vous avez vu la planche tout à l'heure, on est à 3,4% de déficit public, il faut être à 0,2 points en 2022, 0,2% du PIB en 2022. Ça veut donc dire, vous l'avez compris maintenant, que structurellement, l'endettement public va augmenter d'ici 2022. Mais c'est la vitesse à laquelle il va augmenter qui va se réduire de telle manière à ce que ça représente une proportion de plus en plus faible du produit intérieur brut. Mais il va, en montant, augmenter. Ce qui est intéressant, c'est par secteur. L'État,
moins 3,4, moins 3,3, moins... Allez, on va faire simple, moins 2. Donc l'État va rester un acteur structurel de l'endettement public. Les administrations publiques locales, 0,1, vous avez vu tout à l'heure, 3 milliards d'excédents dégagés, 0,1. Excédent structurel sur la période, ça veut dire désendettement structurel des collectivités territoriales. D'accord ? Toujours un emprunt nouveau plus petit que le remboursement de capital, et dans une proportion qui augmente tout le temps, puisque le 0,1 devient 0,2, puis devient 0,3, puis devient 0,6, puis devient 0,8. On n'a jamais connu cette situation dans l'histoire des collectivités territoriales. Et puis, petite incidente, si 0,1, ça fait 3 milliards, 0,8, ça fait combien ? 24. Vous voyez que j'ai raison. C'est pas 13 milliards les économies. D'accord ? Et ça, c'est dans la loi. Donc c'est bien 24 milliards, 25 milliards d'économies attendues à horizon 2022 par an. 72 milliards en cumul. Et pour le secteur social, même principe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dans la loi de programmation les collectivités territoriales et le secteur social qui vont être mobilisés à dégager des excédents pour rendre soutenable le fait que l'État n'arrivera pas à régler son déficit. C'est ça la loi de programmation. Et c'est pour ça qu'on demande aux collectivités territoriales des efforts. Lorsqu'on discute entre nous, on se dit, en fait, que nous dit l'État ? Il dit, si j'avais les routes et les collèges, je les entretiendrais pas. Vous les avez, vous les entretenez pas. C'est ça qu'il nous dit. Deuxième élément, la dette des administrations publiques. On est à 96% du PIB. L'objectif est de le ramener à 91%. Donc de gagner 5 points. Mais regardez bien, l'État, lui, il pèse 77% du PIB. Il serait à 81%. C'est-à-dire que le poids de la dette État dans la richesse nationale ne va pas baisser, il va augmenter. Et comment je gagne mes 5 points ? Les administrations publiques, vous êtes à 9, il faut aller à 5. Et les administrations de sécurité sociale, vous êtes à 10 points, elles sont à 10 points de PIB, il faut aller à 5. Donc quelle est la stratégie de désendettement ? C'est l'État n'y arrivera pas, il faut réduire l'encours de dette des administrations publiques locales et des administrations de sécurité sociale de telle manière à ce que globalement, leur excédent budgétaire, affecté à leur désendettement, couvre la poursuite de la croissance de la dette de l'État. Je vous ai mis là ce qui s'est passé sur le déficit public entre 2012 et 2016. En gros, on a un déficit public en 2012 de 100 milliards. L'État fait 81 dedans. Vous vous rappelez tout à l'heure, le projet de loi de finances 2018, 83 milliards. C'est le même qu'en 2012. Donc on n'est pas du tout dans la réduction des déficits de l'État. Pas du tout là. Les 100 milliards, ils venaient d'où ? 82, 3,5 pour les collectivités locales, 2,6 pour le secteur, l'organisme divers d'administration centrale, et 13 milliards pour le secteur social. On est à 75. Mais qui a fait l'effort ? Eh bien, l'État qui pesait 81% des déficits 2012 a fait 30% de l'effort. Et les collectivités qui pesaient 3% des déficits de 2012 ont fait 26% de l'effort. Si on regardait maintenant ce qui pourrait être cohérent sur la dette publique, dire on est à 96%, on va passer à 91%, il y a 5 points à trouver. Les 5 points, ils sont partagés de manière équitable entre l'État, les collectivités et le secteur social. Ça donnerait quoi ? Eh bien, ça donnerait... Pardon, c'est la planche d'après. Voilà. Ça donnerait pour les collectivités... Voilà. Ça donnerait pour les collectivités un endettement qui progresserait de 17 milliards. Pourquoi ? Parce que par rapport à la trajectoire de croissance,
9 points de PIB en dette des collectivités, sur un PIB qui passe de 2,2 milliards à 2200 milliards à 2600 milliards, eh bien ça fait une progression. Même en passant collectivement de 96 à 91, vous allez le voir dans un schéma sur l'instant. Et donc, si chacun prenait sa part dans la réduction de l'endettement public, eh bien la dette de l'État devrait être en 2022 de 1,938 milliard, la dette des administrations publiques locales de 214 et la dette de la sécurité sociale de 240. La loi de programmation donne comme objectif, pour toujours 2392 milliards de dettes, autrement dit 91% du PIB, donne comme objectif 2127 à l'État, 142 aux collectivités, vous êtes à 196 aujourd'hui, 123 aux administrations de sécurité sociale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut que les collectivités fassent un effort de 72 milliards, on les retrouve. Et que la sécurité sociale fasse un effort de 117 milliards pour que l'État puisse mobiliser 189 milliards que ne lui permette pas la SEM trajectoire de croissance. Et donc voilà ce qu'est la trajectoire des collectivités territoriales attendues. Et que vous avez sur ce schéma, la dette publique, elle est de 96,3 du PIB en 2016. On veut arriver à 91,4. Donc vous voyez, on veut décrocher l'endettement public par rapport au PIB que vous avez ici. Mais par qui? Eh bien, par les collectivités territoriales et le secteur social, qui, si on ne faisait rien, si chacun prenait sa quote-part, aurait un endettement ici, et à qui on va demander d'arriver ici. Ça nous a amené à nous demander si l'objectif de baisse de la dette des collectivités territoriales ne surdominait pas le 1,2. C'est-à-dire, quand on parle d'éventuelles sanctions, qu'est-ce qui est la vraie variable dans cette affaire? Et moi, j'ai tendance à penser que la variable centrale pour le gouvernement, c'est beaucoup plus la maîtrise de l'endettement public local que le respect absolu de la norme de 1,2, dont on reparlera dans un instant. C'est d'autant plus vrai que quand on regarde dans le rapport annexe au projet de loi de finances, au projet de loi de programmation, on a aussi un objectif de maîtrise à la dépense. Cette maîtrise à la dépense, elle est fixée aussi aux articles 2 et 5 du projet de loi de programmation, et c'est de passer de 55% du PIB en dépenses publiques à 50,90%. Donc on nous dit 24,7 pour l'État, 11,1 pour les collectivités, 26,2 deviennent 21,9, 10, 24,5. Autrement dit, effort majeur de l'État, puisqu'il devrait gagner près de 3 points de dépenses par rapport au PIB, les collectivités 1 point et le secteur social 1,5 point à peu près. Et ça conduit, quand on fait les calculs, à un taux d'évolution des dépenses de l'État entre 2017 et 2022 de 0,7, de 1,1 pour les collectivités territoriales et de 2% pour la Sécu. On pourrait dire quand même, je suis un peu injuste dans ma présentation, parce que tout à l'heure, parce que quand même en matière d'évolution budgétaire de fonctionnement, c'est l'État qui fait l'effort le plus important, puisque les articles 2 à 5 conduisent à ce que lui, il ait une dépense qui évolue moins vite que l'inflation. Le problème, c'est que ces données sont fausses. Puisque quand on regarde l'article 7 du projet de loi de programmation, qui lui fixe l'objectif, il le fixe en volume et il fixe ses taux d'évolution par type de secteur public. 1%, 0,1, 0,8, 1,2, ça c'est l'État. Administration locale, en volume, donc en réel, vous voyez, moins 0,3, moins 6. Et quand on réapplique là-dessus l'hypothèse d'inflation, on n'arrive pas du tout à un taux de croissance de 0,8% ou 0,7% pour l'État, mais on arrive en valeur à une croissance de 2%, et on retrouve le 1,2 pour les collectivités. Il y a donc un problème de cohérence dans le projet de loi de programmation entre, d'un côté, ce que l'on indique comme étant les évolutions et le poids de chaque secteur par rapport au PIB dans la dépense publique locale, et de l'autre, ce qu'est l'engagement figurant à l'article 7 au titre de ces mêmes dépenses. L'écart est très important, puisqu'en réalité, quand on applique ce qui est l'article 7, l'État resterait à 23 points de dépenses publiques par rapport au PIB, alors qu'il affiche par ailleurs que l'objectif c'est 21,9, ce qui fait un écart
extrêmement significatif. Et vous avez là les différents éléments. Vous voyez que c'est quand même sur les collectivités territoriales que l'on compte le plus pour à la fois assurer en proportion le désendettement et deuxièmement en proportion la maîtrise de la dépense. Mais est-ce que finalement, et je vous disais en introduction, on ne réhabilite pas un peu d'analyse financière? On va essayer de construire un petit modèle très simple, presque tautologique. On va essayer de construire quelque chose pour se dire, mais est-ce que tout ça marche bien? Est-ce que ça s'emboîte bien? C'est-à-dire, par exemple, si je fais un 2 d'évolution de mon fonctionnement, est-ce que je me désendette? Ah, c'est une question intéressante. Si je fais un 2 et que je respecte la valeur plafond du ratio d'endettement, est-ce que je me désendette? Alors, premièrement, vous voyez, on fait un petit cas, j'espère que vous le voyez bien, on fait des hypothèses, puis pour faire simple, j'ai dit, tiens, je vais prendre une proportion d'investissement, en raisonnant net pour éviter le problème des subventions du FCTVA, proportion d'investissement de 30% en poids relatif par rapport au fonctionnement. Donc, là, on a fait 1,5 million en investissement, 5 millions, ou 5 milliards, ce que vous voulez, hein, ou 5 000, en dépenses de fonctionnement. Et puis, là, j'ai supposé que j'avais un amortissement de capital de 1000. Pour construire mon modèle, j'ai dit, tiens, ben dans ce territoire, je vais prendre une CAF de 30% par rapport aux dépenses. Pourquoi? Ben parce que ça me fait 6,5 millions ou 6 500 de recettes, 5 000 de dépenses de fonctionnement, donc une CAF de 1 500. J'ai 1 500 de dépenses d'investissement à financer. J'ai 1 000 de remboursement de capital. J'ai une CAF disponible de 1 500. Il me faut un emprunt de 1 000. Tiens, là, je ne m'endette pas. Je ne suis pas en déficit, je ne suis pas en excédent, puisque mon emprunt est égal à mon remboursement de capital. Alors on change les hypothèses. Là, on va faire 20% de CAF. Mais je garde exactement les mêmes chiffres. C'est-à-dire, j'ai 1 500 d'investissement, 5 000 de fonctionnement, 1 000 de remboursement de capital. Je monte ma section de fonctionnement, puisque j'ai que 20% de CAF, ben j'ai 6 000 de recettes, 5 000 de dépenses, j'ai 1 000 de CAF. J'ai toujours 1 500 à financer, il faut que je rembourse mon emprunt 1 000. J'ai une CAF de 1 000. Ah tiens, mon emprunt doit être de 1 500 pour équilibrer. Donc là, je m'endette. Puis là, j'ai pris 40% de CAF. Vous pouvez refaire le raisonnement. Et si j'ai 40% de CAF, par rapport à mes dépenses réelles, eh bien, je me désendette. Alors, il y a une petite bizarrerie, c'est qu'on a l'impression, c'est pas qu'une impression, mais on a l'impression que si la CAF rapportée aux dépenses réelles de fonctionnement est égale aux investissements nets rapportés aux dépenses réelles de fonctionnement, on est à l'équilibre budgétaire. Si elle est supérieure, on est en excédent budgétaire. Et si elle est inférieure, on est en déficit. En gros, on pourrait se dire, tiens, bah, si j'ai 30% de dépenses d'investissement par rapport à mes dépenses réelles de fonctionnement, eh bien, il me faudrait avoir une CAF de 30%, c'est ce que nous donne cet exemple, pour que mon encours ne bouge pas. Si elle est à 20%, mon encours va augmenter. Si elle est à 40%, mon encours va diminuer. On va prendre un deuxième exemple. Alors là, on prend exactement les mêmes structures, mais je suppose que mon capital à rembourser est différent. Le premier est à 0. Hein, vous voyez, j'ai 1 500 d'investissement, 5 000 de fonctionnement, pas de remboursement de capital. Et j'ai une CAF de 30%. Alors 6 500 de recettes, 5 000 dépenses de fonctionnement, 1 500 de CAF, investissement 1 500, j'ai pas d'emprunt à rembourser, CAF 1 500, pas d'endettement. Dans le deuxième, j'ai exactement le même truc, mais je veux rembourser 1000. Ben, 1500 de CAF, j'ai 2500 à payer en investissement, 1500 plus 1000, j'ai 1500 de CAF, tiens, je fais un emprunt de 1000. Ah oui, mais j'ai fait un emprunt de 1000 et j'en ai remboursé 1000. Ben, je me suis pas endetté. Et puis là, je rembourse 2000. Ben, je m'endette pas. Ça veut dire que spontanément, on est en train de se dire que si ma CAF rapportée au DRF est cohérente avec mes investissements rapportés au DRF, avec mon poids des dépenses, eh bien je vais pouvoir être à l'équilibre. C'est-à-dire que ce qu'on voyait tout à l'heure se confirme. Ben en fait, c'est un peu évident. Parce que c'est quoi le désendettement? Ben, quand j'ai des dépenses d'investissement à financer, ben, nettes de mes investissements, de mes subventions, voilà ce qu'on va appeler dépenses nettes d'investissement. Que j'ai un remboursement de capital, si je veux me désendetter, si je veux que mon emprunt soit plus faible que mon remboursement de capital, il faut bien que ma CAF, ici, soit plus forte que mes dépenses réelles d'investissement.
Donc quel est le vrai indicateur de désendettement? Ce n'est pas le ratio d'endettement. C'est d'avoir tout simplement une CAF supérieure aux investissements nets. Et c'est comme ça que l'on arrive à un désendettement, parce que je dégage une capacité de financement. C'est-à-dire que ce que intuitivement tout à l'heure on avait posé comme CAF par rapport au DRF, si c'est plus grand que DI, les investissements nets par rapport au DRF, revient à dire, c'est une évidence, vous voyez, on peut simplifier par le dénominateur, si la CAF, et si seulement si la CAF est supérieure aux investissements nets, une collectivité se désendette. Et si elle est inférieure, une collectivité s'endette. Et ça, quelle que soit la valeur de son ratio d'endettement. Quelle que soit la valeur. Et c'est donc pas le respect du plafond qui va nous amener à l'endettement ou au désendettement, c'est tout simplement le respect de cette contrainte. Cette contrainte, on pourrait la traduire autrement, et on retrouve cette fois-ci non plus l'équilibre par section, mais exactement ce qui se passe dans le budget de l'État. Si vous voulez, alors je vais recommencer, si vous voulez, compte tenu de vos dépenses réelles de fonctionnement, compte tenu de vos dépenses réelles d'investissement, avoir un désendettement, il faut que l'ensemble des recettes soit supérieur à l'ensemble des dépenses. Mais ça, c'est la méthodologie de présentation du budget de l'État. Et donc, pour se désendetter, il faut que l'ensemble des recettes soient réelles, hors emprunt nouveau, soit supérieur à l'ensemble des dépenses réelles hors remboursement de capital, ce qui revient à dire que la CAF doit être supérieure aux investissements. On peut donc, et en conclusion pour respecter le timing, se dire, mais est-ce que tout ça va marcher avec... On vous a mis une loi de programmation. Cette loi de programmation, elle est faite pour vous donner des indicateurs de pilotage. Prenons un. Vous dites, moi, maintenant j'ai compris, mon budget de fonctionnement, 1,2% par an. Oui, mais attention, est-ce que 1,2% par an, ça garantit que votre CAF s'améliore? Parce qu'on a compris que pour vous désendetter, il fallait que potentiellement votre CAF s'améliore. Parce que si elle ne s'améliore pas, on va trouver que les 3 milliards qu'on a trouvés en 2016. Or, on en veut 25. Donc, il faut que votre CAF s'améliore. Prenons un exemple, c'est un petit modèle de base. Parce que derrière ça, pour que la CAF s'améliore, il n'y a pas que moins un 2 en recettes. En dépenses, pardon. Il y a de combien évoluent mes recettes. Imaginons que je sois une collectivité dynamique, mais dans le bloc communal. J'ai une croissance de mes recettes de 3%. Mais desquelles recettes? De celles qui croissent. Parce que vous savez comme moi que, par exemple, une attribution de compensation reçue, ça n'augmente pas. Que, et sans anticiper sur notre troisième partie, la DGF, ça n'augmente pas forcément. Donc imaginons que j'ai 3% de croissance de mes recettes, mais que les recettes qui croissent fassent 40% du total. Donc en réalité, dans mon budget, mes recettes n'augmentent que de 1,2. 40% à 3 et 60% à 0. Si je fais un 2 en dépenses et que j'ai un 2 en recettes parce que j'ai 40% de mes recettes qui augmentent de 3, je stabilise ma CAF. D'accord? Mais si je suis toujours aussi dynamique, mais sur un panier de recettes plus faible. Pourquoi? Parce qu'historiquement, j'avais par exemple beaucoup de TP, que donc j'ai une attribution de compensation plus grosse que le voisin. Donc j'ai 3% de croissance, mais sur 25% de mes recettes. Si je veux que ma CAF s'améliore, alors que mes dépenses augmentent de 1,2 en valeur, ce qui est déjà un effort énorme, j'ai 25 qui fait 3. Vous avez bien compris que ça ne me donne que 0,75 sur mon budget. Il me manque donc 0,55. 0,45, pardon. Et ces 0,45, si je vais les chercher par la pression fiscale, je vais les chercher sur mes 25% de recettes ou j'ai éventuellement un effet taux. Mais attention, dans ce schéma-là, où malgré une croissance de 3% de mes recettes, si je veux me payer les deux objectifs du projet de loi de programmation, 1,2 sur le fonctionnement des endettements, il me faut chaque année augmenter les impôts de 1,8%. Si j'ai 60% de recettes dynamiques, mais pas beaucoup, à 1%, ça m'amène 0,6 points sur mon budget. Pour me payer du 1,2, il me manque 0,6. C'est-à-dire, il me manque 1 point d'impôt par an. Et si j'ai 30%, et ça arrive quand même, de mes recettes en dynamisme que de 1 par an,
ça me fait 0,3. Il me manque 0,9. Ces 0,9, ils sont apportés par 30% de mon budget. Eh bien, il me faut augmenter de 3% par an les impôts pour avoir une CAF qui ne baisse pas et respecter l'ODEDEL de 1,2 comme maximum. Mais ça veut dire en fait que l'ODEDEL sera compatible avec le désendettement pour des collectivités qui ont du dynamisme en proportion conséquente dans leur budget. Pour les autres, si vous voulez à la fois respecter le plafond de dépenses de fonctionnement et vous désendetter, c'est pas 1,2, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. D'ailleurs, on va le voir. Si j'ai 25% des recettes qui augmentent de 2, et si je veux stabiliser ma capacité d'autofinancement, eh bien, c'est pas 1,2, mon ODEDEL à moi, c'est 0,5. Si j'ai 40% des recettes dynamiques, mon ODEDEL à moi, il est à 0,8. Et vous avez là les différents cas de figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, le 1,2 ne va être compatible avec éventuellement du désendettement que dans l'hypothèse où j'ai un certain dynamisme de la ressource. Parce que dans les autres hypothèses où je n'ai pas de dynamisme de la ressource, je ne peux pas à la fois augmenter mes dépenses de fonctionnement de 1,2 et me désendetter au sens du projet de loi de programmation. Parce qu'alors, quel est le facteur de risque? Et quel est peut-être ce qui va se passer? Eh bien, c'est que, puisque je vais me donner comme un objectif 1,2 sur le fonctionnement, et que peut-être mes recettes ne referont pas sur tout mon budget 1,2, et que je n'ai pas pour objectif d'aller chercher de la pression fiscale, c'est-à-dire que je ne respecterai pas ce cadre-là, eh bien, le risque majeur, c'est que si on veut combiner fonctionnement à 1,2 et désendettement, c'est l'investissement qui fera l'ajustement, et je pense que c'est le risque majeur du projet de loi de programmation, c'est qu'à partir du moment où on veut faire porter une telle contrainte de désendettement sur les collectivités territoriales, elle se résoudra par la baisse encore plus forte des investissements que ceux qu'on a connus, et pas du tout, parce que la maîtrise des dépenses de fonctionnement à 1,2% n'y suffira pas. Dernier point, est-ce que le respect, c'est-à-dire est-ce que le ratio d'endettement est cohérent avec le désendettement? C'est-à-dire est-ce que le sens de variation du ratio d'endettement garantit que l'encours de dette baisse? Eh bien non. Prenons un exemple, comme tout à l'heure, là c'est 3 années, vous voyez j'ai des dépenses d'investissement de 2,5 millions, des dépenses de fonctionnement de 5 millions, j'ai un amortissement de capital de 1 million, une CAF très forte mais qui fluctue. Hein. Par exemple, un territoire à forte ressource de CVAE fluctuante. Hein, une situation qui peut arriver. Eh bien, vous voyez ici, vous reprendrez l'ensemble des éléments parce que j'ai comme objectif de terminer dans 1 minute. Ici, je n'ai pas d'endettement, hein, puisque l'emprunt dont j'ai besoin correspond à l'amortissement de capital. Mon encours sur CAF, j'ai pris un encours de départ de 22 millions, est à 8,8. Là, je me désendette, puisque j'ai un amortissement de capital plus fort que l'emprunt que je fais. Et mon ratio augmente. Pourquoi? Parce que je me désendette en proportion moins de l'éventuel effet de cycle négatif de la CVAE, qui a pesé sur ma CAF. Et là, je m'endette, l'année qui suit, je m'endette, mais dans un cycle éventuellement haussier de CVAE qui a réabondé ma CAF, et mon ratio baisse. Donc attention, ce ratio, en fonction de sa variation, ne garantit absolument pas la cohérence dans le désendettement. Mais c'est logique, parce que ce n'est pas un ratio d'endettement ou de désendettement, c'est tout simplement un ratio de solvabilité. Parce que ça rapporte un encours à la CAF, et qu'en réalité, l'encours dans la valeur annuelle est une constante. La CAF, c'est quoi? Ce n'est jamais que l'épargne nette plus le capital. Et que dans la valeur annuelle du ratio, le capital est une constante. Le seul terme variable du ratio est en réalité l'épargne nette.